Bon, et ben nous voilà dans la troisième partie de notre vidéo. Santé. Alors dans cette troisième partie, on va parler du TET en lui-même. On va plus parler des motos, de la bagagerie, voilà, ça on a vu. On va parler un petit peu du TET en lui-même. Alors le TET, quand j'ai découvert ça il y a un peu plus d'un an, que j'ai vu voilà, la traversée de l'Europe par les petits chemins, les forêts, les chemins de champs, etc. Je pensais qu'on ne faisait que du chemin de champ, que de la forêt, que des petites routes, enfin des petits chemins de montagne, etc., etc. Et donc je m'étais dit, punaise, une semaine, des milliers de kilomètres comme ça, de grands espaces, sans personne, en pleine nature, etc. Putain, ça va être super, ça va être le pied, etc. Petit à petit, en me renseignant, j'ai commencé à comprendre que non, finalement, c'était pas des milliers et des milliers de kilomètres seuls en pleine nature, façon Into the Wild, mais que ça allait être, mais que les traces devaient être légales. Donc, qui dit trace légale, évidemment, dit ben, des fois zone protégée, zone de nidification des oiseaux, je sais pas quoi. Donc obligé de contourner, obligé de prendre des routes, etc., etc. Il y a des pays où la législation sur la moto verte est beaucoup plus draconienne que celle qu'on a en France. Il y a des pays où voilà, vous n'avez pas le droit de vous amuser. Donc je m'étais dit merde, j'espère que ça va pas être la traversée de la France par les petites routes, parce que les petites routes, je peux les prendre avec la routière, c'est pas la peine d'acheter un 400 DRZ, de la bagagerie, de l'équipement de bivouac, si c'est au final pour se retrouver sur du bitume. J'avais peur aussi que ce soit finalement une autoroute AGS où on trouve voilà, tous les mecs équipés BM ou Wunderlich, la tête aux pieds, avec une moto à 25 000 euros, l'équipement à 5 000, des valises en alu, des vendeurs de saucisses BMW, etc., etc. Que ça allait être des chemins faciles, des grandes pistes en ligne droite. Je m'étais dit merde, j'espère que je ne me suis pas fait de faux espoirs. Et puis finalement, quand j'ai commencé à regarder toutes les vidéos possibles et imaginables sur le TET, je me suis dit, merde, t'as les mecs, forcément, ils filment que les parties techniques, ils filment que les parties difficiles, ils filment que les parties rigolotes, etc., etc. Mais tu peux pas résumer un week-end ou une semaine ou deux de TET en un quart d'heure, 20 minutes, même une demi-heure ou une heure de vidéo. Forcément, tu es obligé de faire un tri. Tu vas pas prendre les longues lignes droites ou les nationales, etc., etc. Tu prends les beaux paysages, tu prends les beaux points de vue, tu prends voilà. Donc bon, je m'étais dit si ça se trouve, on va faire une demi-heure de chemin forestier ou de piste, et puis après on va faire 50 km de petites routes. Donc plus la date du TET approchait, et plus je commençais à avoir peur en fait finalement de m'être lancé dans quelque chose que j'avais surestimé, on va dire, au niveau voilà, des paysages, de la technicité, etc. Et que ça allait vraiment être trop facile. Je me souviens avoir dit à mon pote avant de partir, il dit écoute, à mon avis, on va faire le TET en sifflant. Je me suis complètement planté. Alors je vais répondre tout de suite à une question. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y a sur telle portion il y a 30% de off-road ou 45 ou 62,8. C'est pas possible. Sur chaque section que vous allez prendre, vous allez avoir des parties chiantes, vous allez avoir des parties marrantes, vous allez avoir des parties faciles, des parties difficiles. De là à dire qu'il y a tant de pourcents de off-road, sauf à vraiment faire le calcul avec une carte ou avec un compteur kilométrique que vous enclenchez quand vous rentrez sur la route ou que vous rentrez dans les bois, à mon avis, c'est pas possible.
Toute la section 1, par exemple, qui traverse la France du nord au sud, vous allez avoir de tout. Vous allez avoir les grandes plaines agricoles du nord de la France, où vous allez avoir des chemins de champs plutôt rectilignes. Après, le temps que vous contourniez Paris, que vous commenciez à attaquer, à arriver jusqu'à l'Auvergne, c'est pareil, ça va être des chemins de champs, ça va être des grandes forêts, etc. Et puis quand vous commencez à arriver dans l'Auvergne, vous avez des chemins qui sont beaucoup plus, des paysages qui sont beaucoup plus vallonnés, vous commencez à avoir du technique. Mais si vous avez traversé toute la moitié nord de la France sous la pluie, vous êtes tout le temps dans les bourbiers, là aussi c'est technique. Ça fait partie de la difficulté. Évidemment, s'il fait grand beau, que tout est sec, que c'est pas glissant, que, etc., c'est pas pareil que si vous partez comme nous, sous la flotte, et la flotte, elle n'en peut finir. Moi, ce que j'ai trouvé de bien sur le TET, c'est voilà, la diversité des paysages rencontrés. Comme je vous expliquais en intro, on est parti du nord-est de la France pour rejoindre le sud de Paris. Ensuite, on a été jusqu'à Aurillac. Et ensuite, on a été jusque dans le sud-est de la France. Donc, on a, en termes de climat et de paysage, on a vraiment un panel assez large. Il aurait fallu. On pourrait y passer des mois. Il faudrait aller dans les Alpes, il faudrait aller dans les Pyrénées, dans les Balkans, en Espagne, en Europe centrale, en Europe orientale, etc., ou en Scandinavie, pour avoir tout le lot de paysages. Mais en tout cas, de ce qu'on a traversé nous, eh ben, on a eu voilà, les paysages un petit peu vallonnés de chez nous dans le nord-est. On a attaqué ensuite la Champagne où on roulait au milieu des vignes, etc. C'était quand même très joli. C'est vraiment dommage qu'on ait eu mauvais temps parce que les points de vue, quand vous êtes dans les vignes avec les petits villages accrochés autour, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a commencé à arriver dans les grandes plaines voilà, de la région qui est autour de Paris, on va dire entre Troyes et le nord de l'Auvergne, entre Troyes et Gien, disons entre Troyes et Gien. C'était quand même assez plat, beaucoup de champs, de lignes droites dans les champs. Bon, c'est à mon avis la partie peut-être la moins intéressante de notre parcours. Ensuite, on a commencé à attaquer l'Auvergne, le Cantal. Il faisait un temps effroyable, il y avait du brouillard, on n'était pas loin d'avoir de la neige, même si on était au mois de juillet. Il faisait 8 degrés, à mon avis, quand on était dans le haut du Cantal. On était aux alentours de 8 degrés, il faisait vraiment un temps pourri. Les rivières étaient gonflées, quand on devait traverser des gués, c'était pas des petits gués à 20 cm d'eau qu'on avait, c'était 50, 80, voire plus. Ça fait partie, voilà, ça fait partie du challenge. Pour moi, les grosses difficultés du séjour, elles ont été au niveau de... Alors je ne vous parle pas de la gadoue dans les bois, même si c'est plat, où vous galérez à avancer parce que c'est plat. Et encore, je vous rappelle qu'on était équipé avec des motos, voilà, des enduro trail, hein, 400 DRZ, des pneus d'enduro, des big mousse, et pas trop chargés, enfin en tout cas on n'était pas très lourd. Vous faites ça avec un maxi trail, des pneus 20% off-road ou même 50% off-road, c'est même pas la peine. Vous restez si vous appelez pas Paul Torres ou je ne sais quoi, vous restez là, quoi. Ou pire, si vous êtes tout seul et que vous tombez ou quoi dans la gadoue et tout, c'est fini, vous relevez pas la moto, quoi. Nous, les grosses difficultés qu'on a eues, techniques, c'est quand on a commencé à arriver au niveau de la Dordogne, de la vallée de la Dordogne. Il y a une partie qui descend, enfin ça descend et ça remonte autour de la rivière. Il y a quand même des parties qui étaient très cassantes, très techniques. Tant et si bien que il y a une descente à un moment qui était très raide, très cassante. On a dû voilà, le faire moteur arrêté, les deux pieds par terre, et voilà, la main debout sur les freins, on va dire, et lâcher les freins pour descendre de quelques centimètres et recommencer, s'arrêter, recommencer, etc. pour descendre les 50 mètres, je ne sais pas quelle faisait cette descente. Là, vous avez un maxi trail, vous êtes tout seul, vous serrez les fesses. Enfin, moi, je conseille de faire demi-tour. Hein. Si vous êtes seul, surtout, en plus dans ce genre d'endroit, ne vous y aventurez pas. Si vous arrive quelque chose, vous êtes tout seul. Quoi. Sur les 2 semaines qu'on a passées sur le TET, alors ok, la météo n'était pas terrible, on a croisé
personne. En tout et pour tout, on a croisé peut-être 10 personnes le long du trajet. On a croisé un seul motard. On a croisé un seul motard, un Anglais, sur le TET dans le sud de la France, qui remontait. C'est tout ce qu'on a croisé. Donc vous tombez en panne, vous tombez, vous vous blessez, ou pire, vous êtes coincé sous la moto, bah vous séchez, vous séchez là pendant des heures et des heures. Personne ne trouvera. Donc faites bien attention, si vous décidez de vous lancer là-dessus, si vous décidez de vous lancer tout seul, soyez bien conscient de vos capacités, soyez bien conscient des capacités de votre machine, des difficultés, etc. N'hésitez pas à faire demi-tour si vous ne le sentez pas, mais faites demi-tour avant qu'il soit trop tard, parce qu'une fois que vous êtes engagé dans le pierrier, faut y aller, hein. Vous pouvez pas faire demi-tour, quoi. Donc si vous êtes coincé en haut, bah, vous pouvez toujours faire demi-tour et repartir. Si vous êtes coincé en bas du pierrier, que vous n'arrivez pas à remonter ni d'un côté ni de l'autre, là ça va commencer à être extrêmement, extrêmement compliqué, quoi. D'autres parties qu'on a trouvées techniques, c'était quand on est arrivé en Ardèche, où là vous avez des pistes qui sont hyper cassantes. Alors les pierres, on a l'impression que les pierres, en fait, au lieu d'être posées à plat comme ça dans les pistes, elles sont posées debout. Je sais pas comment dire. C'est pareil, ça on était obligé de le faire au ralenti tellement c'était cassant. Sinon, à part ça, pas de grosses difficultés. Voilà, on avait des motos quand même relativement légères. Par contre, j'ai été surpris quand même de la difficulté des portions. Il y a quand même des montées où si vous n'avez pas alors on va pas forcément dire un certain niveau, mais si vous êtes débutant, que vous avez une grosse machine et que vous êtes chargé, ça peut être très compliqué. On en revient toujours à la même chose, hein. Moi, pour ce genre d'aventure, jamais de la vie j'y serais allé avec un maxi trail. À mon avis, vous prenez aucun plaisir. Vous êtes tellement en stress de tomber, de ne pas réussir à la relever et de faire tomber une machine à 20 000 euros, qu'à mon avis, vous prenez pas beaucoup de plaisir, quoi. Mais ça n'est, encore une fois, cette vidéo ne vous donne que mon avis à moi. Et du coup, j'embraye avec les difficultés qu'on a rencontrées, j'embraye sur le bitume, qui est la grosse crainte de tous les gens qui veulent se lancer sur le TET. Quel est le pourcentage de bitume? Je ne peux pas vous répondre, comme je vous disais tout à l'heure, mais en tout cas, plus on avance, on va dire, dans le séjour, ou dans la journée, et plus on est content de retrouver une portion de bitume sur laquelle on va pouvoir voilà, souffler un peu, s'asseoir, éviter de se faire secouer comme un prunier. Et des fois, on en vient même à souhaiter quand même que le bitume se prolonge. Quand vous faites une sortie à la journée, si vous avez le TET qui passe à côté de chez vous, que vous voulez faire voilà, sur un week-end, bon, vous êtes frais, vous êtes dispo, vous êtes motivé, etc. etc. Par contre, si vous êtes tout seul, que vous vous lancez là-dedans, que vous êtes en stress, etc., que vous êtes fatigué et tout, et ben vous allez être content de retrouver des portions bitumées sur lesquelles vous allez quand même pouvoir souffler, vous détendre, vous relaxer, etc. Parce qu'au bout d'un moment, le corps est quand même fatigué au bout d'un certain temps, quoi. Au niveau des conditions météo qu'on a rencontrées, je pense que 2021, honnêtement, c'est l'été le plus pourri que j'ai connu. Et pourtant, j'habite dans le nord-est de la France depuis que je suis né. C'était pourri, pourri du début à la fin. Il pleut depuis le mois de juin. Enfin, c'est vraiment de la merde. On est parti, il pleuvait, ça a plu, pas plu pendant les 5 premiers jours, jusqu'à ce qu'on arrive en fait à Bord-les-Orgues en Auvergne. Et une fois qu'on a passé Bord-les-Orgues, là on a commencé à avoir du beau temps, là on a commencé à avoir du soleil, des pistes qui étaient sèches, donc ce qui nous changeait quand même des bourbiers qu'on a vus dans toute la moitié nord. On était obligé de s'arrêter dans des stations de lavage pour laver la moto une fois par jour au moins, parce que voilà, elle était pleine de boue, on avait de la boue partout, sur nous, sous nous, dans nous, pareil pour la moto. Ça c'était quand même, voilà, c'était pas plaisant, bon ça fait partie du délire, mais franchement rouler sous la flotte en combinaison de pluie, patauger dans la boue,
Franchement, j'ai pas pris un grand plaisir, j'ai quand même largement préféré les parties qui se faisaient là, sous le soleil du sud de la France, quoi. Euh, je voudrais ensuite faire un petit point sur les hébergements, voilà, où est-ce qu'on a dormi, où est-ce qu'on a mangé. Euh, Au départ, nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était vraiment 2 semaines en autonomie, en quasi-autonomie, en bivouac, sans resto, sans hébergement, ou en tout cas avec le moins de resto et le moins d'hébergement possible. Sauf que rapidement, euh, on a été vraiment dégoûté par la météo. On n'avait pas envie, après une journée passée sous la flotte, de monter le temps sous la flotte, de bouffer voilà, comme des manouches sous le tarp, dans le froid, dans l'humidité, dans le machin. Donc en fait, toute la première semaine, on l'a passé dans divers hébergements. Donc on a dormi la première nuit à Bar-sur-Aube, la deuxième nuit un peu après Sens. La troisième nuit, on a dormi à Sancerre. Je vous conseille l'hôtel des Remparts à Sancerre. On a vraiment été très bien reçus. Il y a vraiment une bonne ambiance. Ensuite, on a dormi au camping moto route 99. On a dormi ensuite près de Bord-les-Orgues. Et après, on a fait notre première nuit en bivouac quand on est arrivé quasiment à Aurillac, un petit peu avant Aurillac. Là, on a bivouaqué. Et ensuite, on a dormi en fait dans des campings, dans des mobil-homes. Pour pas très cher, finalement, on avait un mobil-home. On pouvait faire cuire la bouffe qu'on avait dans le sac à dos, donc des saucisses, du comté, du pain, voilà, on se faisait des espèces de hot dogs. Pour 30 balles chacun, vous avez une douche chaude, un bon lit, un lit. Vous avez le bar du camping. Voilà, si c'était à refaire, alors si c'est pour partir plus longtemps ou même pour un week-end, franchement, si vous avez la possibilité, ne vous chargez pas avec une tonne de bagages, la tente, le sac de couchage, le machin, vous allez rouler chargé, la moto elle va se comporter différemment. Franchement, prenez un camping, un bungalow dans un camping ou une chambre d'hôtel, vous allez pouvoir voyager super léger, c'est quand même beaucoup mieux. Après, je dis pas partir avec 4-5 copains, vous êtes le soir autour du feu, vous rigolez, machin, ça c'est bien si les conditions, on va dire, le permettent. Nous, voilà, on a eu un temps affreux la première semaine, et puis bon, la deuxième semaine, vous avez la fatigue de la première qui s'accumule, donc vous n'avez pas forcément envie, enfin en tout cas nous, on n'avait pas forcément envie d'enchaîner sur le montage d'un camp, etc. etc. Pour le midi, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'arrêtait dans un supermarché, un intermarché, peu importe, on achetait des sandwichs, triangles, des trucs comme ça, un paquet de chips, du fromage, et puis on s'arrêtait bouffer un peu plus loin, au bord du chemin, voilà. Ce qui permet quand même de réduire vachement le budget bouffe plutôt que de faire des restos midi et soir. Et pour le soir, c'était en général c'était saucisses grillées, même si on était au camping, en général on faisait griller nos saucisses dans le mobil-home et puis après on passait la soirée sur la terrasse du mobil-home à boire des bières ou du whisky ou en allant au bar du camping, quoi. La nuit on a bivouaqué, on a fait pareil, on avait des saucisses à faire griller, donc on a fait comme ça. Au niveau de l'approvisionnement, du coup, en bouffe et en essence, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On trouve quand même des magasins à peu près partout. Les stations essence, il faut se méfier parce que quand vous êtes en pleine campagne, vous avez des stations essence qui sont souvent des stations essence liées à un garage auto. Donc si le garage auto est fermé le dimanche, par exemple, et le lundi, la station essence est fermée aussi. Donc il faut quand même privilégier tout ce qui est station essence dans les supermarchés. En général, il y en a à peu près partout. On n'a pas dû faire de gros détours. Si vous calculez bien votre coût, normalement vous n'avez quasiment pas de détours à faire, ou alors c'est des détours de 10 ou 15 km. Le seul gros détour qu'on a dû faire, c'était au niveau de Chaudes-Aigues,
parce que la station de Pierrefort, à côté de laquelle passe la trace, était fermée parce qu'on était, je ne sais plus quel jour on était, enfin le garage était fermé, du coup la station était fermée, donc on a dû aller jusqu'à Chaudzeg pour dormir et faire le plein. Mais sinon, vous en trouvez quand même à peu près partout, et pareil pour les supermarchés. On n'est pas dans un pays où on va faire des centaines et des centaines de kilomètres sans rencontrer rien ni personne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aimé et qu'est-ce qu'on n'a pas aimé sur le TET? Alors qu'est-ce qu'on a aimé? À peu près tout, le dépaysement, la nature, on voit plein d'animaux, même si on est en moto, qu'on fait du bruit, qu'on abîme la nature, qu'on pollue, qu'on est responsable de tous les maux, on croise plein d'animaux, des renards, des lapins, des biches, enfin vous croisez vraiment plein d'animaux, c'est vraiment joli. Ok, vous êtes avec un véhicule motorisé, mais vous êtes quand même en pleine nature. Si vous êtes un minimum respectueux, ben, vous ne laissez rien derrière vous. Donc à part une trace de pneu dans les bois, on ne voit pas que vous êtes passé par là. On a aimé la diversité des paysages, on a aimé le fait d'être hors des sentiers battus et du coup de rencontrer personne. Donc voilà, pas de touristes, pas la queue leu pour monter en haut d'un col ou à l'auberge en haut du col pour boire une bière, quelque chose comme ça, rien, vraiment le calme, la sérénité, ça on a vraiment apprécié. Euh, Surtout voilà, depuis qu'on a sombré dans la folie du Covid, on vit quand même dans une période qui n'est pas forcément joyeuse, qui est un peu stressante, etc. Là, se retrouver tout seul entre copains, en moto, tout seul dans la nature, c'était quand même vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Finalement, pas grand-chose. Les difficultés, on était content d'en rencontrer parce que bah, voilà, ça fait partie du challenge. Le bitume, on était content de le retrouver parce que bah, ça repose des difficultés. On n'a pas trouvé de portions qui étaient longues et ennuyeuses. Alors on n'a pas fait tout le TET, hein, mais encore une fois, sur la partie qu'on a fait, on n'a pas trouvé de portions longues et ennuyeuses. La trace est généralement bien tracée, on ne se perd pas. Bon, ça nous est arrivé quand même quelques fois de faire demi-tour, mais en règle générale, la trace suit à peu près le chemin, donc vous jardinez pas pendant des heures pour trouver une trace, pour trouver la trace. Au niveau, de la navigation, donc ça se fait quand même vachement bien. On n'a pas croisé, en tout cas j'en ai pas souvenir, de panneaux d'interdiction qui auraient fleuri depuis la création de depuis le téléchargement en tout cas de la trace. Bon, voilà. Après, il y en a qui font demi-tour, il y en a qui vont quand même. J'ai pas de leçon à donner, chacun fait comme il veut. Par contre, quand vous commencez à arriver dans un peu plus on n'a pas rencontré ça dans la partie la moitié nord, mais plus quand on a commencé à arriver voilà, dans l'Ardèche et un peu plus loin, vous commencez à traverser des prés où il peut y avoir du bétail. Pensez, quand vous ouvrez les barrières, pensez bien à les refermer derrière vous. On passe quand même sur les terrains des agriculteurs ou des éleveurs. Donc si on veut continuer à pouvoir y passer, il faut que chacun soit un petit peu responsable et respectueux. Donc vous ouvrez une barrière, vous passez et vous refermez la barrière derrière vous. Vous ne laissez pas toutes vos merdes derrière vous, ni un tas de bois cramé, etc. Le but du jeu, c'est quand même de faire comme si, au maximum, comme si on n'était pas passé, en laissant le moins de traces possible. Il faut quand même avoir à l'esprit qu'on fait une activité qui est quand même pas en odeur de sainteté, ni auprès des pouvoirs publics, ni auprès des écolos, ni auprès des promeneurs bobos du dimanche. Donc moins on tend le bâton pour se faire battre, et plus on a de chances de pouvoir perpétuer un petit peu les activités qui nous plaisent.
J'ai l'ordi qui est en train de mourir. Voilà. Au chapitre des difficultés, quelles difficultés on a rencontrées, voilà, à part les difficultés du terrain, du genre une montée un peu difficile ou des parties qui secouent un petit peu, etc. On n'en a pas vraiment, rencontré. Le ravitaillement, encore une fois, voilà, trouver de la bouffe, trouver de la nourriture, trouver de l'eau, trouver de l'essence, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de souci à vous faire, là-dessus. Soyez quand même, c'est pas une raison pour être négligent. Prenez de l'huile moteur, prenez de la graisse de chèvre, prenez de quoi entretenir un minimum votre moto pendant le séjour. Ne négligez pas, à mon avis, si j'ai un conseil à donner, c'est ne négligez pas votre confort quand même. Le confort, on peut s'en passer sur le confort physique, en tout cas, on peut s'en passer sur voilà, une journée, 2 journées, 3 journées. Quand vous commencez à accuser la fatigue et tout, vous avez vite fait de faire une erreur qui peut se transformer en chute et qui peut s'avérer quand même assez grave. Donc ne lésinez pas sur certains aspects du confort. On n'est pas des commandos, on n'est pas là, on n'est pas là pour en chier, on n'est surtout pas là pour se blesser. Ni pour se retrouver coincé avec la moto dans un ravin ou complètement coincé, à être obligé d'aller chercher on ne sait qui, on ne sait où. Donc voilà, faites attention quand même quand vous vous engagez sur ce genre d'aventure. Ça n'a rien à voir avec la moto de route, avec laquelle je fais aussi beaucoup de voyages, mais ça n'a vraiment rien à voir. Bon. J'ai à peu près tout dit de ce que j'avais noté sur ma fiche. Je vais passer du coup à la conclusion. Donc je vais vous donner rapidement mon avis sur l'aventure qu'on a vécue avec mon pote pendant 2 semaines sur le TET. Mon avis, en tout cas mon conseil, franchement lancez-vous. C'est vraiment super sympa comme aventure, c'est dépaysant, c'est changeant, ça vous sort de votre zone de confort, ça vous sort de votre quotidien. Physiquement, ça fait du bien, voilà, une fois que vous avez fini votre journée, que vous vous asseyez, vous vous posez ou autour du feu de camp, ou à la table d'un bar, si vous faites partie des gens qui peuvent aujourd'hui s'asseoir à la table d'un bar, ce qui n'est pas mon cas. Franchement, lancez-vous quoi. Lancez-vous, vous allez vous éclater. Prenez garde quand même à ne pas vous retrouver en difficulté, mais si vous avez une moto adaptée, ou en tout cas que vous savez gérer votre moto, et éventuellement vous avez des copains qui sont prêts à vous accompagner, ou votre moitié si vous avez de la chance, franchement n'hésitez pas, quoi, allez-y. Je voudrais ensuite, si c'était à refaire, comme je vous disais tout à l'heure, si c'était à refaire, je ne m'encombrerais pas avec le matos de bivouac, avec la tente, le sac de couchage, le matelas, le barbecue, le machin. Si c'était à refaire et que je pouvais aller dormir dans un hôtel et bouffer au resto, je prendrais l'option hôtel. Alors pas forcément resto le midi on peut manger des sandwichs, le soir aussi vous me direz. Mais voilà, des petits hôtels, vous en trouvez pour pas trop cher. Si vous pouvez partager le prix de la chambre, c'est encore mieux. Après, voilà, si vous êtes avec quelqu'un qui ronfle, vaut mieux prendre 2 chambres séparées pour pouvoir dormir quand même comme il faut. Le budget, forcément, ça sera plus le même, mais vous vous reposez, encore une fois. Le plus important, c'est quand même de se reposer après une grosse journée de moto et de ne pas accuser le coup en termes de fatigue. Hop. Voilà, sinon, si c'était à refaire, je referais avec la même moto. Je prendrais pas une 700 Ténéré comme j'avais eu envie au début, encore moins une grosse BM. Franchement, comme le disent les Américains, light is right. Plus c'est léger, et mieux vous passerez, et moins vous galérerez. Et surtout, si vous tombez,
moins ça vous coûtera cher. Parce qu'il y a quand même des parties techniques sur lesquelles vous pouvez vite vous retrouver en difficulté, et la chute peut quand même coûter, selon les machines, la chute peut quand même coûter assez cher. Voilà, bon, je jacasse depuis un moment, ma bière est bientôt vide. Le chat s'impatiente. Je voudrais remercier mon pote, l'éminent docteur Alban, qui m'a fidèlement accompagné sur cette aventure. Mais qui est ce docteur Alban? Tout le monde s'interroge. Je voudrais dire aussi un gros merci aux traceurs de ce TET. Je vois rien qu'ici, quand j'essaie de faire une trace à peu près, ou en tout cas au maximum légal, ici, trouver les bons chemins, regarder les panneaux d'interdiction, aller repérer sur le terrain, etc. Quand je vois le boulot que c'est pour quelques dizaines de kilomètres ici en local, dans un coin que je connais, avec un retour évidemment le soir à la maison, j'imagine même pas le boulot que ça doit être de tracer des milliers de kilomètres sur tout le pays. De faire passer la trace par des coins qui sont magnifiques, où on a des beaux points de vue, où on passe par des vestiges historiques. Si vous prenez par exemple la section 13 qui va de Schengen à la frontière suisse, vous allez passer par des vestiges de la guerre. Bon, c'est quand même intéressant du point de vue motard, on va dire, mais c'est aussi intéressant du point de vue culturel. Donc tout ça mis bout à bout fait que c'est quand même pas une mince affaire. Donc merci aux linesmen pour leur boulot. Merci aux linesmen pour leur boulot. Et puis bah, si vous avez des questions, vous voyez la difficulté qu'on a à faire des vidéos dans ce monde. Allez, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Voilà, au niveau des vidéos, moi j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, je pense que les gens se foutent de mon avis. Néanmoins, comme j'avais des interrogations, beaucoup d'interrogations avant de partir, je me suis dit que maintenant que j'avais vécu l'aventure, je pouvais faire une vidéo pour éventuellement ceux qui se poseraient des questions. Donc voilà, même si c'est pas toujours très bien filmé, que la caméra n'est pas toujours tenue comme il faut, etc., bah, c'est au moins à l'oral, vous avez l'information, c'est mieux que rien. Allez, ciao, bonsoir.